dont voici les titres. Affaire Béthiou-Thioune, le guide des Tchantakoun placé sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt et de correction de Thiès pour plusieurs chefs d'inculpation. Ses disciples arrêtés sont en train de faire face au juge. Le point dans ce journal. Autre procès qui vient de connaître son épilogue après plusieurs années, l'ex-président libérien Charles Taylor a été reconnu coupable ce jeudi de crimes contre l'humanité, crimes de guerre et trafic de diamants. Et puis Doudou Ndiaye Rose, le tambour-major, vient d'être honoré par le Japon. Il a été décoré de l'Ordre du Soleil Levant pour son rôle joué dans le rapprochement culturel entre le Japon et le Sénégal. Ainsi donc, Cheikh Béthiou-Thioune a été inculpé pour complicité de meurtre. Il va séjourner à la maison d'arrêt et de correction de Thiès. Il a été placé sous mandat de dépôt pour plusieurs chefs d'inculpation, notamment association de malfaiteurs, détention d'armes, recel de cadavres, ou encore inhumation sans autorisation. Ses avocats comptent faire appel face à ce verdict. Nous y reviendrons avant la fin de ce journal avec notre envoyé spécial à Thiès, Ousmane Garifay, qui vient d'arriver. Furieux après l'arrestation de leur guide, les Tchantakoun se livrent depuis hier à des saccages et autres scènes de violence. Voici les images des 5 Tata, bus de transport interurbain complètement calcinés dans les environs du stade Léopold Sédar Senghor. Les dégâts s'élèvent à 200 millions de francs, ont déclaré les responsables de l'AFTU. Et selon les informations recueillies par l'APS, c'est vers 2 h du matin qu'un véhicule 4x4 noir est arrivé sur le lieu. Ses occupants sont descendus avec des pneus et de l'essence et ont mis le feu au bus dont l'eau était occupée par un receveur qui y dormait. L'enquête suit son cours et nous reviendrons sur tout ceci dans nos prochaines éditions. La famine menace de plus en plus l'Afrique de l'Ouest et des milliers de personnes risquent d'en être victimes. L'alerte est sonnée par les représentants de l'Union africaine, de l'Union européenne, les Nations unies, le corps diplomatique et la Fédération internationale de la Croix-Rouge réunis à Dakar, nous dit Mama Moussaï. Au total, plus de 16 millions de personnes sont menacées par la famine dans la région ouest de l'Afrique. Au Sénégal, plus de 850 000 personnes souffrent d'une crise alimentaire, une situation inquiétante et alarmante, d'où l'appel d'urgence lancé par la Croix-Rouge sénégalaise et ses homologues. La situation est dramatique et dans nos évaluations, nous pensons que 850 000 personnes actuellement ont besoin d'une assistance parce que toutes les régions sont touchées. L'appel d'urgence porte sur près de 2 500 000 francs suisses, concerne 15 millions de personnes dans le Sahel, notamment au Tchad, au Niger, en Mauritanie, au Burkina Faso et au Sénégal. Le Mali et la Gambie finaliseront bientôt leurs appels. La Fédération internationale de la Croix-Rouge, fidèle à ses principes, avec ses partenaires, a visité la région, élaboré un plan d'action pour voler au secours des couches vulnérables. En attendant cela, le conseiller spécial du président de la République appelle, lui, à une prise de conscience. J'ose espérer que dans les 2 jours au cours desquels vous discuterez dans le cadre de ce forum, vous nous aiderez à la réflexion pour, dans un délai très court, étendre au reste du continent ce qui a déjà été fait en Afrique avec succès. Ce forum tend donc à point nommé. Il vise donc à réfléchir pour combler ces lacunes. Il nous faut donc mettre en place des actions coordonnées en lien avec les stratégies mondiales. Le forum de Dakar devrait donner les clés de l'assistance destinée à des centaines de millions de personnes. Il va durer 2 jours. La cellule d'appui à la mise en œuvre des projets et programmes a organisé ce matin son annuel déjeuner de presse. Cette rencontre avec les professionnels des médias avait pour objectif de décliner les résultats obtenus dans l'absorption des crédits sur ressources extérieures, nous dit Amadou Ramtia. Plus que rendez-vous annuel, le déjeuner de presse est devenu une tradition dans les rapports entre la cellule d'appui au projet et les journalistes. Un moment d'enseignement et d'échange sur les résultats de l'absorption des crédits alliés à la prise en charge des projets et programmes. La CAP prône un mode de gouvernance vertueux des projets et programmes à travers un suivi financier rapproché
et un dispositif complet de prise en charge des exercices annuels d'audit. Mise en place depuis 2007, la mission principale assignée à la cellule d'appui est de contribuer à l'amélioration du taux d'absorption des crédits sur ressources extérieures et au respect des règles et procédures d'exécution des projets et programmes de développement. Même si cet objectif global est largement atteint, des insuffisances notées dans le règlement à temps des prestations requièrent des corrections. Certains prestataires se sont plaints du délai long pour le règlement, n'est-ce pas, de leurs prestations. Compte tenu du volume important, n'est-ce pas, associé à ces prestations, c'est des formules de paiement direct qui sont souvent utilisées. En tant que structure d'appui conseil, la cellule d'appui accorde une attention particulière à la promotion de la gestion axée sur les résultats. Pour promouvoir justement la culture de la performance, le prix Alpha est institué pour récompenser la meilleure équipe de projet ou programme. L'entreprise sénégalaise, à l'heure de la mise à niveau énergétique et environnementale, l'atelier de formation et d'information et de sensibilisation sur la question a été organisé par le Bureau de mise à niveau des entreprises en partenariat avec l'Agence française de développement Nudi-Penabo. Un programme de mise à niveau en général a pour principal objectif de mettre à la disposition des chefs d'entreprise d'outils puissants pour la transformation de leur PME en champion de la productivité et de la rentabilité. Conscient de ce fait, le Sénégal s'est alors inscrit dans cette dynamique avec deux nouveaux défis que sont l'efficacité énergétique et environnementale via la mise à niveau. À la veille de la tenue de la réunion des Nations Unies sur l'environnement, Rio plus 20 ans après le sommet de la Terre de Rio, c'est important que nos entreprises adoptent des modes de gestion de l'environnement et de l'énergie respectueux donc de la préservation de l'environnement et nous permet en même temps d'avoir des économies sur les consommations d'énergie. Un dispositif d'appui qui a très vite rencontré l'intérêt de partenaires comme l'AFD et l'ONUDU. Il est essentiel de se mettre au niveau environnemental, et surtout dans le contexte de la conférence Rio, où en fait l'environnement est devenu en fait l'acteur principal de tout ce qui est développement. Il y a deux entreprises qui ont presque fini la démarche avec le bureau du même niveau et la démarche avec la Société Générale et qu'on va bientôt pouvoir décaisser le premier prêt. L'État sénégalais compte aussi s'engager aux côtés du bureau de mise à niveau et des partenaires pour gagner le pari de la compétitivité de nos entreprises. Cette démarche s'inscrit parfaitement dans le cadre du partenariat public-privé que nous allons poursuivre et consolider. Vous le savez bien, les nouvelles autorités de ce pays accordent une place primordiale au secteur privé pour enclencher une dynamique de croissance forte et durable. L'objectif visé par le bureau de mise à niveau dans le cadre de cette deuxième phase, c'est d'amener les entreprises sénégalaises à une production propre, efficace, plus compétitive, tout en respectant les règles du développement durable. L'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique à Madagascar, ASECNA, cherche 70 milliards pour le financement complémentaire du plan des services d'équipement. L'annonce a été faite hier par son directeur général en marge d'une réunion avec les bailleurs de fonds, nous dit El Hadj Malick Cissé. Cette table ronde, troisième du genre, entre dans le cadre du financement de ces programmes d'investissement pluriannuels. L'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, va mettre en œuvre un plan des services d'équipement 2009-2013 actualisé. L'ensemble des 273 milliards, mais nous pensons qu'il faudrait accompagner nos institutions financières, ces partenaires, pour qu'ils puissent également participer au développement des activités de la SECNA. Nos besoins sont très simples. Vous avez les investissements en matière de surveillance, en matière d'énergie, qui est extrêmement important. Il faut des bâtiments. Le personnel ne peut pas être à la belle étoile. Donc des infrastructures de base. Pour atteindre cet objectif, l'ASECNA peut compter déjà sur la Banque de développement des États de l'Afrique centrale,
Privilégiant le cofinancement dans ses interventions, la BDAC compte apporter sa contribution. Nous nous devons donc d'accompagner la SECNA, qui est notre agence commune. Et vous savez que désormais, le monde appartient au rassemblement, aux grands groupes, aux coopérations. Maintenant, la SECNA a besoin d'infrastructures. Ce sont ces infrastructures dont il est question aujourd'hui. Vous avez bien vu que tout évolue. Les aéronefs qu'accueillent les structures de la SECNA évoluent. Selon le directeur général de l'ASECNA, cette rencontre avec les bailleurs de fonds traduit l'intérêt que les institutions portent à la sécurité de la navigation aérienne. Les instances ont donné mandat au DG de l'ASECNA pour négocier et signer les conventions de financement avec toutes les institutions financières. L'Institut de formation du Sénégal, affilié à l'Ordre des experts internationaux, a rencontré la presse. C'était pour échanger sur son cycle d'enseignement supérieur. Cet enseignement destiné au cadre permet à des experts d'entrer dans l'Ordre des experts internationaux. Amadou Aramtia. C'est par ce face-à-face avec la presse pour décliner le calendrier de ces enseignements que l'Institut de formation du Sénégal a ouvert la session de formation des experts internationaux. Ce cycle d'enseignement, qui requiert une expérience professionnelle, s'adresse aux cadres. Il offre des cursus compatibles avec les enjeux de l'heure et l'environnement international. La méthodologie de l'ordre est de travailler à Genève avec toutes les organisations pour constituer un levier, un accélérateur pour que ces compétences soient utilisées au plus tôt au niveau mondial et international. On est toujours dans cette parité d'équilibre international où chacun des acteurs est au même niveau, évidemment. La géopolitique du développement durable, transparence, éthique, déontologie, bonne gouvernance, qui sont effectivement des valeurs fortes que l'on souhaite rayonner. La globalisation, l'ouverture et le développement de nouveaux marchés, associés à l'émergence des nouveaux défis, rythment la marche du monde. Des problématiques qui incitent à renforcer les capacités des experts qui veulent évoluer sur le plan international. Jamais l'échiquier international n'a été aussi complexe alors que le monde se globalise. La planétarisation des affaires, des missions et des projets rend encore plus sophistiqué et pointu l'intervention des experts nationaux régulièrement mandatés pour des missions à l'étranger. Les experts nationaux qui ont bien accueilli cette formation apprécient. Ce qu'un expert sénégalais gagne dans ce genre de formation, c'est un ensemble d'instruments et de mécanismes qui lui permettent de partir de son fief local, national, pour aller jouer avec les compétences nouvelles sur la scène internationale. L'Ordre des experts internationaux est une association suisse sans but lucratif. Cette rencontre a été l'occasion pour les formateurs de remettre à Maître Cheikh Sadibou Diack l'attestation de l'Ordre des experts internationaux. L'actualité dans le reste de l'Afrique, nous nous rendons au Nigeria où deux attentats ont fait au moins 6 morts ce jeudi et visé des médias locaux. La police a affirmé avoir arrêté un membre présumé de Boko Haram. Au Nigeria, au moins 6 morts jeudi dans 2 attentats visant des médias locaux. À Abuja, c'est l'un des quotidiens les plus importants du pays qui était visé. La deuxième explosion s'est produite dans le nord, à Kaduna, dans un local abritant plusieurs journaux. La police indique avoir arrêté un membre présumé de Boko Haram, le groupe islamiste responsable de nombreuses attaques au Nigeria. En Côte d'Ivoire, le nouveau Parlement a siégé pour la première fois mercredi. Une séance solennelle qui s'est déroulée à la Fondation Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, en présence pour la première fois du chef de l'État. Président de ce Parlement élu il y a 5 mois, Guillaume Soro a laissé entendre qu'une nouvelle page s'ouvrait pour le pays. L'ancien chef rebelle a demandé publiquement pardon aux Ivoiriens, ce qu'il n'avait pas encore fait. Il a ensuite encouragé tous les élus à professer ce pardon auprès du peuple.
Au Rwanda, Victoire Ingabire n'était pas dans la salle mercredi quand le parquet a requis la prison à vie contre elle. L'opposante notoire au président Kagame boycotte son procès depuis le 16 avril. Elle est notamment poursuivie avec plusieurs rebelles hutus du FDLR pour complicité de terrorisme et propagation de l'idéologie du génocide. Victoire Ingabire est accusée de continuer à soutenir le FDLR. Elle a été incarcérée en octobre 2010, peu après son retour au Rwanda, suite à 17 ans d'exil. Le verdict de son procès doit être rendu le 29 juin. L'ex-président libérien Charles Taylor a été reconnu ce jeudi coupable pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et trafic de diamants. Je rappelle que son procès avait démarré en juin 2007 pour s'achever en mai 2011 et le délibéré aura duré plus d'1 an. Ainsi, un feuilleton judiciaire qui vient de connaître son épilogue. Un civil a été tué en public, son corps a été éventré et ses intestins dispersés sur la route pour faire un checkpoint. Des femmes et des filles ont été violées en public, des gens ont été brûlés vivants dans leur maison. Charles Taylor, ancien chef d'État reconnu coupable, un verdict historique et qui crée un précédent. Ceci montre combien la justice internationale s'est développée pour poursuivre même les plus puissants. C'est la toute première fois qu'un tribunal international condamne un ancien chef d'État. Même les plus puissants doivent rendre des comptes devant la justice internationale. Charles Taylor reviendra devant la Cour le 30 mai prochain. Il connaîtra alors la durée de sa peine qu'il purgera dans une prison de Grande-Bretagne. Des institutions pour revenir à l'actualité chez nous avec la visite de l'Observatoire national de la parité au Conseil constitutionnel. Occasion saisie pour les deux parties pour échanger sur le bon respect de la loi sur la parité. Je vous propose d'écouter la présidente de l'Observatoire. Elle est au micro de Tchorodia. Nous sommes venus toujours dans le cadre de l'exercice de nos missions, voir les membres du Conseil constitutionnel pour effectivement, comme vous l'avez dit, échanger sur la prise en compte de la parité dans le processus des élections législatives en vue le 1er juillet 2012. Ce que je peux dire en résumé, c'est que nous avons eu de la part du Conseil constitutionnel, par l'ensemble de ses membres qui étaient présents, en tout cas leur assurance que la loi va être respectée dans toute sa rigueur et dans toute sa vigueur. Donc pour l'Observatoire national de la parité, cela est très rassurant parce que ce qui importe pour nous aujourd'hui, en tant qu'organe de veille, de contrôle de la parité, que le Conseil constitutionnel ait donné cette assurance, cela est très important pour nous. Nous allons vers les élections législatives le 1er juillet 2012, qui est la première phase d'application de la parité au Sénégal. Il était normal pour nous de rencontrer tous les acteurs. Nous l'avions déjà fait avec la Sénat. Aujourd'hui, c'est le Conseil constitutionnel. Et l'assurance que nous avons recueillie aujourd'hui est très, très satisfaisante. Les ateliers de simulation de Saharan Express 2012 ont eu lieu hier à la marine de Dakar. L'objectif était de donner les premiers soins à une équipe de navires et de solliciter une évacuation rapide des blessés. Outre le Sénégal, il y avait la participation de la marine américaine, de l'Espagne, du Maroc et du Cap-Vert, nous dit El Hadj Malick Cissé. Il est 13h30. Nous sommes au quai 21 et 22 du port autonome de Dakar. C'est ici que se déroule la répétition générale de l'exercice naval multinational baptisé Saharan Express 2012. Il s'agit d'une simulation d'un navire en péril et dont les éléments doivent être évacués en urgence. Nous venons d'avoir un atelier de premier secours de combat. Premier secours de combat qui nous intéresse dans le cas où un élément d'une équipe de visite à bord d'un navire qui n'est pas un navire de sa marine, de son institution, nécessiterait de recevoir ses premiers secours administrés par un collègue qui serait immédiatement sur les locaux. Donc ce sont premiers secours de combat pour stabiliser un blessé et solliciter son évacuation immédiate. De mettre en place certains mécanismes pour lutter contre tous les fléaux qui
sont enregistrés dans nos eaux territoriales et qui sont vraiment des menaces réelles sur la sécurité et les économies de nos pays. Cette opération conjointe favorise les conditions d'échange, de dialogue et de coopération nécessaires entre partenaires. Elle permet d'accroître l'interopérabilité et le partage d'informations. On a fait des exercices avec les autres pays sous-région, mais pour cet exercice-là, c'est ici que prennent toutes les démarches, c'est ici à Sénégal. Comme vous voyez, il y a d'autres pays participants qui sont ici, l'Espagne, le Maroc, le Cap-Vert. Tous ces pays-là participent de cet exercice-là. Saharan Express 2012 entre dans le cadre de la coopération militaire entre les États-Unis et le Sénégal. Cet exercice met en synergie les efforts et potentialités de nos marins. Ainsi, ils pourront davantage faire face aux défis qui se présenteront à eux. En prélude à la célébration de la Fête internationale du travail le 1er mai prochain, la Confédération démocratique des syndicats libres a fait face à la presse. C'était pour faire le point sur la situation sociale difficile du pays et tracer les perspectives socio-économiques et adopter ainsi une meilleure prise en charge des travailleurs du Sénégal. Le thème retenu cette année est l'unité des travailleurs face aux défis qui les interpellent. Compte rendu Djibidia. Comme à l'accoutumée, la fête du travail va être célébrée mardi 1er mai. La Confédération démocratique des syndicats libres et ses affiliés se sont concertés pour en faire un événement mémorable. Cette édition va coïncider avec le 6e anniversaire de la structure. Dans ce sillage, la centrale syndicale entend œuvrer pour l'unification des mouvements syndicaux pour un mieux-être des travailleurs. Nous pensons qu'aujourd'hui, il faut faire en sorte que les travailleurs se retrouvent au niveau de grands ensembles pour leur permettre de reconstruire le mouvement syndical et de peser lourd sur la balance au moment des négociations. De concert avec le nouveau gouvernement, la Confédération démocratique des syndicats libres compte trouver des solutions aux problèmes des travailleurs. Par ailleurs, son secrétaire général estime que la dernière élection de représentativité devrait être annulée à cause du faible taux de participation des salariés. Quant à la crise scolaire, la CDSL affiche clairement sa position. Ne pas dire tout simplement qu'il faut sauver l'année et après les mêmes problèmes ressurgissent, où il faut qu'elle soit blanche et les mêmes problèmes demeurent. Il faut prendre les choses à bras le corps, en discuter de façon définitive l'État, les enseignants, les centrales syndicales, les hommes de bonne volonté pour qu'on puisse sauver notre système éducatif. Les membres de cette centrale syndicale vont être informés des revendications qui seront portées à l'attention du chef de l'État Macky Sall. Avec cette nouvelle donne politique, la CDSL espère des lendemains meilleurs pour les travailleurs. Je vous invite à présent à une visite dans le sud-est du pays. C'est pour aller voir un village qui s'appelle Dakateli, non loin de la frontière guinéenne. Le poste de santé de la localité, qui dessert également 10 autres villages, vient d'avoir une sage-femme. Voyons comment l'arrivée de cette jeune aide-soignante est perçue dans un milieu jugé conservateur, nous dit Oumar Diaw. D'une localité à une autre, on peut parcourir des dizaines de kilomètres par piste tourmentée, serpentant au milieu d'une végétation abondante. Dans certaines bourgades, on est comme prisonnier et il faut des forces pour rester, d'autant que faire marche arrière paraît parfois impossible. Quand je voulais traverser pour aller à Kédougou, j'ai pleuré et j'étais même découragée, Mais je me suis dit que les gens ici sont des personnes comme moi, ils vivent ici, pourquoi pas moi? Dakateli, c'est une zone très, je pèse bien mes mots, très enclavée. Cette jeune sage-femme recrutée dans le cadre du RSS, renforcement du système de santé, compte bien contribuer à l'amélioration de la santé des populations. Une dizaine de villages dépendent du poste où elle est venue renforcer l'infirmier chef. Demandez-lui lesquels. Dakateli même, Djougol, Djara, Tchankoy, Kerewan, Missira, Lali, Uchumbel, Samangar, Tchankumburo. Dans cette partie du Sénégal, loin de tout, les traditions encore de beaux jours, qu'une femme en grossesse se fasse consulter par un infirmier n'était pas facilement admis. Quand c'est une dame, on accepte mieux. Mais comme quoi il y a la femme qui visite les femmes aussi, maintenant elle vient partout quoi. Même en Guinée là, il y a certaines qui viennent par là. Avant,
et à ICP seulement. Si on a eu ici pour accouchement, c'est la matrone seulement et ICP. Pour la sage-femme, on est très content. Vaste région au relief accidenté, Kédougou se caractérise par la dispersion de ses populations et par ses faibles densités. D'une manière générale, il s'agit d'une zone difficile malgré son réel potentiel de développement. Nous sommes dans une région confrontée à énormément de défis et ce projet contribue déjà à améliorer particulièrement la qualité de la prise en charge des problèmes de santé des populations ici à Kédougou. À Daguiteli, l'arrivée de la sage-femme grâce au RSS constitue un signe d'espoir pour de braves populations qui se démènent comme elles peuvent pour vivre. Petit à petit, des mutations psychosociales sont en train de s'opérer dans ces milieux qui, à première vue, donnent l'impression d'être figés et hors des temps présents. La Poste s'investit dans le social avec l'organisation d'une opération de don de sang en collaboration avec l'ASC Nyaritali dans son agence de Dakar Liberté. Cette opération vise à rapprocher davantage la Poste des populations. Aïda Fall. Ils sont venus nombreux, les agents de la Poste, donner de leur sang pour sauver des vies. Une initiative à laquelle ont également participé les populations et les membres de l'ASC Nyaritali. Le problème majeur du pouvoir public, c'est qu'au niveau de la santé, nous avons une pénurie de poches de sang. Fort de ce constat, les agents de Dakar Liberté, en partenariat avec l'ASC Nyaritali, ont décidé d'organiser cette journée pour donner un peu de leur sang. Parce que c'est un geste civique. Au-delà de ces gestes, ça permet de sauver des vies humaines. Qui dit espoir dit santé. Bon, NGB est un ASC. Bon, il y a beaucoup de populations qui ont besoin qu'on aide avec ce don de sang-là. Cette collaboration avec une équipe de Nawetan comme Nyaritali permet de sensibiliser davantage les populations par rapport à l'importance du don de sang. En tout cas, les donneurs saluent l'initiative. C'est toujours un plaisir de savoir que son sang va sauver certaines vies, des gens qui en ont besoin certainement partout à travers dans le monde. Donc chaque fois un plaisir de venir répondre à cet appel, autant de fois qu'on aura l'occasion de le faire. Cette action de bienfaisance, les organisateurs comptent l'inscrire dans la durée. Une façon pour la Poste de s'approcher davantage des populations. Briticross ou comment promouvoir les Jeux Olympiques de Londres à travers une course à pied. L'ambassade de Grande-Bretagne, initiatrice du programme, a rencontré la presse aujourd'hui. Seydina Alioune-Digo. Zoom sur le Briticross au cours de cette conférence de presse organisée par l'ambassade de Grande-Bretagne. Le Briticross, une course à pied sur 10 km, entre dans le cadre de la promotion des JO 2012. Mais au-delà, ce sont les vertus du sport qu'entendent rappeler les organisateurs. L'ambassadeur de Grande-Bretagne n'est pas un terrain inconnu. Je fais également partie des personnes que vous voyez courir régulièrement sur la corniche. C'est un sport que moi, personnellement, j'aime bien. Aussi, au cours de la rencontre, assurance quant à la bonne tenue des Jeux Olympiques. Tout est sur la bonne voie et les infrastructures construites pour les Jeux ont été livrées à temps et sans dépassement budgétaire. Ce seront des Jeux fantastiques qui laisseront un héritage durable à Londres. D'autant que 9 milliards de livres sterling ont été dépensés, les participants au Briticross mettront aussi la main dans la poche. Nous avons ouvert en fait une inscription en ligne permettant de vendre des tickets qui sont pour la somme de 5 000 francs, sachant que ces 5 000 francs seront reversés intégralement à l'association Handisport. Sport et solidarité, entreprise et responsabilité sociale, des compagnies britanniques accompagnent la représentation diplomatique dans cet événement. 2000 participants sont attendus le samedi 28 avril, top départ à la porte du millénaire, arrivée au monument de la Renaissance. Le tambour-major Doudou Ndiaye Rose, honoré par le Japon, son ambassadeur à Dakar lui a remis aujourd'hui le brevet et la décoration de l'Ordre du Soleil Levant, rayon d'or avec rosette, une distinction qui magnifie la contribution exceptionnelle du tambour-major dans la coopération culturelle entre le Japon et le Sénégal. La cérémonie a eu lieu en présence d'autorités sénégalaises au Mindour.
sori na lool bés bi kii di Doudou Ndiaye Rose njëkkee dëgg tànkam ca Japon ca atum 1978 ëpp na léegi fanweeri at waaye léegi foofu japonais yi ñu ngi ko jàppe ni buuru tëggkat yi ci àddina si yépp. Et toutes nos excuses, c'est apparemment le sujet en Wolof. Je vous rappelle ce communiqué du directeur général des élections qui informe les citoyens qui ont perdu leur carte d'électeur qui doivent se rendre auprès des commissions administratives en vue d'obtention d'un duplicata. L'électeur qui est dans cette situation doit être muni d'un certificat de déclaration de perte délivré par les services compétents, police, gendarmerie, sous-préfecture ou à défaut faire la déclaration auprès de la commission administrative qui lui délivre un document attestant de la perte de la carte d'électeur. Le directeur général des élections rappelle également aux responsables des partis politiques, de coalitions, de partis politiques et de listes indépendantes que les élections législatives sont prévues le 1er juillet 2012. Les listes et dossiers de candidature sont déposés le 30 avril 2012 auprès de la commission de réception des candidatures qui siège au ministère de l'Intérieur. La dite commission fonctionnera le lundi 30 avril de 2012 de 9h à minuit pour les besoins de dépôt des titres de coalition de partis politiques légalement constitués et des personnes indépendantes. La date est fixée au 29 avril 2012. Une permanence sera instituée et travaillera jusqu'à minuit. Tous les documents ci-dessus cités doivent être déposés par des mandataires dûment habilités. Pour toute information complémentaire, s'adresser à la direction de la formation et de la communication de la Direction générale des élections. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. D'autres informations en fin de soirée. Bonne soirée à tous.